Merci Guy, merci aux présentateurs, merci Maria, merci Gérard. Euh, alors là, on a comme une mission impossible et surtout pas souhaitable par vous, pas souhaitée par vous. On va pas, on a dit qu'on fera un bilan, mais on va essayer d'y aller très rapidement, même parce que c'est impossible de retracer tout ce qui a été dit. Moi, je vais faire un exercice, j'espère rapide et impressionniste avec quelques mots-clés que j'ai retenus de ces 2 journées. Yann, il prendra beaucoup plus de temps. En fait, je trouve la première chose qui me semble évidente, que bien que de perspectives et angles différents, ce qui émerge certainement de la perspective italienne et québécoise, une convergence sur les enjeux et les sujets qui semblent émerger dans les 2 pays, dans les 2 contextes. Et cette convergence semble, à mon avis, émerger de manière assez claire. C'était une intuition quand on a fait la programmation et ça a été confirmé, à mon avis, par le contenu des présentations par les différentes personnes. Donc, évidemment, la question de l'agriculture, mais aussi déclinée dans cette question de transformation de l'organisation, de l'activité et du travail dans ce secteur, la transition énergétique et le rôle des institutions locales et de leur communauté. Les 2 présentations, évidemment, de perspectives différentes, avec un rôle en Italie très fort de l'Union européenne, avec un rôle moins clair du gouvernement et du fédéral peut-être au Québec, mais on voit se déligner un modèle de transition énergétique ou plusieurs modèles peut-être de transition énergétique. La question de la préparation et de la résilience ou pas des territoires face aux différentes crises. Donc, c'était quelque chose que déjà on avait l'intuition dans le programme, mais qui a émergé dans la présentation d'hier de Manon et Alice comme des éléments importants que les territoires dans les 2 pays ont dû faire face. Évidemment, on aurait pu aussi parler des migrants au Québec, mais on a présenté ce qu'on pouvait. Alors, on a mis ensemble ces 2 choses. Donc, tout ça, et évidemment, last but not least, la question des inégalités, dans des contextes moyennement, disons, aisés, moyennement riches, mais ça fait pas en sorte que les inégalités peuvent être dures, fortes et puissantes. Donc, ça, en termes de thème, je suis pas surpris, je suis content, disons, de voir comment cette convergence, surtout tenu compte que j'aimerais continuer personnellement, mais aussi encourager tous les autres à aller vers cette perspective comparative Italie-Québec, me semble assez encourageant. Donc, des présentations d'hier, d'aujourd'hui, il me semble émerger aussi une convergence de méthodes. Presque toutes les présentations ont plus ou moins mis de l'avant une approche de co-construction ou d'au moins de proximité avec les milieux et les participants. On donne ça par acquis, mais ayant eu expérience de différents contextes, ayant vu, comme vous tous, comme nous tous, en écoutant beaucoup de présentations dans des colloques, ce n'est pas acquis cette proximité et cette construction avec les milieux. Et ici, presque toutes les présentations partaient d'un côté, je dis entre guillemets appliqué, mais plus qu'appliqué, participatif avec les milieux. Et surtout avec un fort engagement des chercheurs envers les territoires et les communautés étudiées. Et il y a aussi ici une question, je pense, forte, importante, épistémologique, de la relation avec l'objet d'étude, que ce n'est pas juste un objet d'étude, mais dans une approche plus inclusive, participative, rentre dans la construction de l'objet de recherche. Et ici, je cite tous les projets, Welcoming Space, transition énergétique, le projet César sur l'exclusion des aînés, etc. J'avais décidé de ne pas en parler, mais je veux quand même, je pense qu'ici, ça peut être pertinent
Une chose qui m'a un peu frappé, c'est que quand on fait recherche, quand on fait de la recherche, il y a également évidemment les institutions qui comptent, les institutions qui financent notre recherche, qui plasment, qui façonnent aussi. Et je pense que ça se voyait un peu aussi la différence de certains modèles avec les... Bon, en Italie, il n'y a pas que les recherches Horizon européennes, mais dernièrement, la majorité de l'argent vient de là. Et ça donne une imposition, un modèle quand même particulier, aussi macro, avec, je sais, moi, je n'ai pas encore participé à des projets Horizon 2020, mais en parlant avec Maurizio Alice et d'autres collègues, j'ai pu comprendre que c'est quand même un enjeu de mettre ensemble aussi des visions européennes top-down. Et au Canada, ça se fait de manière similaire, mais évidemment à une échelle un peu plus réduite, avec ce double filon FRQ, donc province, et CRSH fédéral, avec des fois des coupures, se recoupent aussi des fois dans les programmes. Il y a des programmes similaires qui ont des noms différents. Mais donc, je voulais juste, sans pouvoir évidemment, un peu pour manque de temps et un peu pour connaissance, d'approfondir, mais je pense qu'évidemment, le modèle, le sous-système, le système de recherche a un impact aussi sur ce qu'on produit, évidemment, sur ce qu'on produit, sur les résultats. Au cours des 2 journées, l'État, évidemment, a émergé comme un acteur central. En Italie, ça a été dit, je ne vais pas répéter, mais un État faible avec une capacité d'action très fragmentée. Et au Québec, un État qui se veut centralisé, mais en forte transformation. On a vu justement, le disait tantôt Christopher, aussi un rôle émergent et complexe et de plus en plus peut-être paradoxal et compliqué des villes, des grandes villes, mais aussi des petites, moyennes villes et aussi des MRC. En 2015, avec Guy, au CRDT, on avait fait un numéro sur les transformations de la gouvernance régionale. Et on avait tous peur. Et en partie, je pense qu'on avait raison, bien que des fois, le discours des MRC peut être assez positif ou quand même cacher certains éléments. Et après, quand même, quand on a parlé quand même avec Bruno aujourd'hui, avec Bruno Paradis, le préfet de la MRC La Métis, il souligne comme beaucoup de fonctions leur ont été attribuées sans toutefois avoir les ressources nécessaires. Donc, c'est un rôle paradoxal de l'État, mais qui met aussi dans une position paradoxale, difficile aussi. Je ne sais pas si paradoxal, c'est le bon mot, les villes et les MRC. Ici, donc, dans ce contexte aussi du rôle de l'État et tout ça, émerge la question, donc, comme ça a été dit plusieurs fois, de l'expérimentation. Expérimentation qui, des fois, peuvent devenir des innovations sociales, des fois non, des fois c'est des tentatives mal abouties, mais la question de l'expérimentation émerge certainement comme un élément important. Une expérimentation qui est liée à la question du faire le territoire, de produire le territoire. Cependant, cette capacité de faire le territoire et d'expérimenter ne sont pas illimités. Ils sont réglementés, contrôlés, limités, et cela surtout pour des populations ayant moins de pouvoir, ayant plus de vulnérabilité. Le cas des sans-abri et des populations plus marginales dans les villes, mais quelquefois aussi dans les milieux ruraux éloignés. Il y a un de nos collègues qui n'est pas ici aujourd'hui, mais Pierre-André Tremblay à l'UQAC a étudié l'itinérance dans les milieux ruraux. C'est un phénomène peut-être caché, moins évident, parce que justement les ressources sont en ville, alors on se ramasse souvent dans les villes, mais dans certains territoires, il y a aussi des cas de marginalité extrême, et quand même la marginalité ne prend pas juste la forme d'absence de loyer, mais aussi de loyer insalubre. Quand je fais des études dans la MRC sur les jeunes, on allait dans la maison de ces jeunes et
on en a vu des choses, des maisons délabrées, même dans un contexte riche comme le Canada. Donc, quand on parle de territoire, il y a certainement la dimension spatiale. Évidemment, ça va sans dire, territoire a un lien, bien que c'est différent de l'espace, a un lien avec l'espace, avec sa dimension spatiale. Mais il ne faut pas oublier la dimension temporelle, donc la temporalité et les trajectoires des territoires, mais aussi la temporalité de l'action. Aujourd'hui, on a parlé souvent d'intervention et aussi d'intervention dans l'urgence. Donc, on en parlait Christopher McCall, donc l'urgence envers le chômage, des urgences qui sont toujours construites, qui sont toujours urgentes. Donc, des fois, on dit, mais pourquoi on ne peut pas planifier mieux? C'est souvent dans l'urgence. Donc, l'urgence, évidemment, des crises sanitaires, que c'est des urgences, mais des fois, c'est aussi des urgences quand on s'attendait, plus ou moins. L'urgence de la crise des migrants qui devient urgent, qui devient une crise, mais qui est là depuis un moment. Et aussi, de manière différente, mais ça touche, on en parlait aujourd'hui, Fabio Berti, la question des besoins de main-d'œuvre dans des besoins d'urgence. Mais l'urgence au Québec, on a entendu parler beaucoup aussi quand on parle d'absence de main-d'œuvre. Donc, et souvent, elle est présentée par les entrepreneurs dans les médias comme une urgence. Donc, l'urgence de la pénurie de main-d'œuvre, l'urgence du besoin de main-d'œuvre. Donc, c'est ça. Je vais presque à la fin parce que, évidemment, c'est même pas une image, c'est juste des petits points que je tenais à souligner. Mais évidemment, quand on parle de développement territorial, d'économie, de société, il y a des gens qui font ça. Donc, la question des acteurs, de plus en plus que j'essaye de réfléchir, que je compare l'Italie et le Québec. Quand je suis parti, quand je suis arrivé ici, je pensais que c'était deux modèles complètement différents. Un modèle où il y avait juste la famille, l'autre modèle où la famille n'existait pas, où il y avait l'Église, et un modèle où il y avait juste l'État. Mais c'est moins en moins, c'est pas vraiment comme ça. Et la présentation de Christopher aujourd'hui l'a montré. Dans le cas de la lutte à la pauvreté, au Québec comme en Italie, il y a évidemment des acteurs communautaires, ça on le savait, mais aussi, ce que peut-être dans une perspective québécoise on ignore un peu, mais des acteurs aussi religieux qui ont un point important. Donc, en Italie, on le sait un peu plus, mais au Québec également. Donc, la variété des acteurs, on a beaucoup mis de l'emphase au Québec dans les derniers 30, 40 ans, le GRIDEC, le CRIS, le CRDT, évidemment sur les organismes communautaires, surtout sur les organismes communautaires avec une certaine tradition. Mais il y a aussi là-dedans une très grande variété. Je vous promets, je vais presque terminer. Donc, dans les deux contextes, on voit évidemment une centralité encore importante, ça c'est peut-être escompter ce que je suis en train de dire, mais du paradigme de la production. Donc, je pense que la production, évidemment, est encore centrale quand on parle de territoire, même si on veut un peu s'éloigner de cette perspective de territoire ressource, mais dans tous les cas, la vision productiviste est un peu là. Et nous, dans ces 2 jours, on s'est demandé un peu, chacun de nous l'a posé comme question aussi aux intervenants dans les différentes séances, quel est le rôle de la communauté dans l'agriculture, dans la transition énergétique, dans la gestion des crises, etc. Mais et il y a un élément central dans cette question du rôle, comme le souligne souvent Juan Luis Klein, qui est la perspective vers la valeur d'usage des territoires comme milieu de vie. Et de plus, comme il a été rappelé aujourd'hui aussi, quelque chose que par contre, on oublie souvent, peut-être nos disciplines, la sociologie, etc., en plus de crainte d'aller vers
une vision individualiste centrée sur les individus, sur la personne, mais aussi une centralité quand on parle de populations marginalisées, de vulnérabilité, mais en général de populations sur un territoire, les personnes. Donc, aussi quand on parle d'innovation sociale, il y a aussi les personnes, les individus qui peuvent avoir une action importante. Évidemment, dans un cadre, leur agencement n'est pas illimité, mais quand même, donc, la redécouverte, ou ce n'est pas une vraie redécouverte, mais l'importance aussi dans cette perspective de milieu de vie, aussi de reconnaître les gens justement qui vivent là, qui font des choses, donc qui produisent à la construction du territoire, mais qui en même temps, ils ont des aspirations. Qu'ils ont des aspirations pour leur territoire, mais pour leur vie. Donc, ça vaut en Italie pour les petits milieux dévitalisés, ça vaut au Québec, où il y a souvent une rhétorique des gouvernements ou même des fois des décideurs politiques de s'adapter. Quand on vit en région, il faut s'adapter. Il n'y a pas de cinéma, il faut s'adapter. Il n'y a pas de choses à faire, il faut s'adapter. Et ça va un peu à l'encontre d'une idée de développement social, humain, plein. Et donc, je pense que la redécouverte un peu du rôle aussi que l'individu a dans la création du territoire avec ses souhaits, ses aspirations, peut-être aussi centrales dans la production du territoire et dans la production d'innovation, d'initiatives qui peuvent contribuer à la durabilité, à la reproduction des territoires comme des milieux de vie. Donc, je termine là parce que… Merci. Merci pour ce mot court. Bon, je vais essayer d'être un peu moins… Je vais essayer d'être un peu moins long. Donc, comme j'ai déjà beaucoup parlé. Non, juste pour faire un petit remerciement général donc, au nom du GRIDEC, donc le groupe de recherche interdisciplinaire sur donc, le développement régional de l'Est du Québec. Puis quand même pour valoriser le fait que franchement, c'est un vrai plaisir. Là. Depuis le temps que je tannais Marco pour qu'on fasse des rencontres un petit peu. Là. Moi, pour être tout à fait franc, la rencontre, c'est vraiment la rencontre entre deux tendresses. Là. Bon, donc, charité bien… et ta chemise. Donc, puisqu'il y a Serge, je ne sais pas si Daniel est encore là, mais d'abord, donc l'approche du GRIDEC qui s'intéresse au développement, mais qui s'intéresse au développement tel que porté par les acteurs. Il me semble que c'est l'une des spécificités qu'on a au Québec et qu'il faut qu'on garde. Il y a beaucoup de théoriciens qui nous parlent de l'État, du marché, de la société civile, de plein de choses. Puis rappeler que oui, les acteurs ne sont pas des acteurs comme les autres, sont des variables qu'on ne peut pas laisser de côté, ça me paraît important. Mais il y a aussi le côté italien. Puis là, le côté italien, c'est la sociologie économique italienne, notamment dans les années 80, 90, 2000, qui était très, très différente de ce qu'on pouvait trouver du côté américain ou anglais. Donc, il y a vraiment ce sentiment que oui, le marché peut être construit localement. Oui, on peut comprendre l'ensemble du monde en partant par les territoires, des rapports entre les acteurs. C'est vraiment une conception de sociologie dure, pure et dure, pour comprendre l'ensemble du marché, voire du capitalisme. Et puis, ça fait beaucoup de bien de nous rappeler que non, les territoires, ce n'est pas juste une variable où viennent jouer d'autres variables, c'est aussi l'endroit où tout le reste se passe. On peut comprendre la construction de l'État historique sur 10 siècles, comme le fait Tilly, mais on peut aussi comprendre des formes particulières de capitalisme. Ce qui fait que sous cet angle-là, il me semble que justement de remonter un petit peu en théorie, ça nous rappelle que le développement, on a des recettes toutes faites qui sont assez simples, mais dès qu'on commence à fouiller un petit peu, c'est plus complexe. Alors, ne parlons pas du cas italien. S'il était seulement complexe, ça ne serait pas grave. Mais si j'ai bon souvenir, en Italie, ce n'est pas que c'est complexe, c'est que c'est compliqué. Ça ne marche jamais. C'est ça. Oui, c'est un peu comme le Liban. Si tu as l'impression que tu as compris, c'est que tu es vraiment passé à côté. Voilà. Donc, encore une fois, c'est un vrai plaisir de mettre deux objets intéressants ensemble. Donc là, je vais aller assez vite parce que ça serait vraiment infini. Mais il me semble qu'on a essayé de penser justement, de prendre au sérieux l'impact que pouvait avoir le nouveau contexte sur les territoires. Puis ça veut dire parler des choses qui fâchent. Ça veut dire parler de l'innovation, etc. C'est important, mais c'est aussi parler des inégalités de l'exploitation. Puis justement, c'est un petit peu dans cette
je pense qu'on va sortir de la période du ruissellement, là, mais il y a quand même plein d'aspects sombres qui tombent aussi sur nos territoires et qu'il va bien falloir qu'on assume. Alors, dit de manière positive, ça veut dire qu'il faut penser à des nouvelles formes de transformation, à des transitions. Donc là, on pourrait commencer d'abord par constater qu'il y a énormément de transitions qui jouent sur des paramètres très, très différents. Donc, outpass, softpass, dès qu'on parle d'énergie. On parle d'économie, mais la transition, ça peut être aussi la transition vers le pire. Je pense notamment au quasi-esclavagisme, donc du travail auprès de populations qui n'ont pas de droits. On a aussi dans les régions ressources, pour nous, la transition économique, ça va être compliqué. Parce que là, si on parle de la crise forestière, là, ça va être compliqué parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vraiment que les solutions basées sur la nature soient robustes, là, parce qu'on parle quand même d'arriver à faire tenir des communautés autour de modes de production qui sont vraiment, vraiment fragilisés. On parle aussi de transition politique. On a vu avec Bruno qu'il y a des élus qui essaient de penser un petit peu en dehors de la boîte. Il y en a plein qui restent encore centrés sur la boîte, des services aux propriétaires. On a aussi le social, etc., etc. Mais le plus important, il me semble, c'est de rappeler que tout ça se rassemble sur nos territoires, et justement nos territoires périphériques, nos territoires ruraux, pour le Québec, mais ne sont pas forcément du côté de ces grandes métropoles qui gagnent. Donc moi, il me semble que justement, c'est des paramètres qui sont un petit peu hétérodoxes, et c'est tout l'intérêt de poser cette question. Une fois qu'on a dit ça, on a eu vraiment différentes définitions, différents paramètres, différents cadrages de ce que pouvait être cette transition. On a parlé de justice sociale. Là où c'est fascinant, c'est qu'on se rend compte que tiens, la justice sociale et la justice spatiale, ce n'est pas souvent la même chose. Donc, ce qui montre que oui, la production de l'espace, c'est aussi la production d'un ordre social plus ou moins juste, et on pourrait dire plus ou moins injuste. Mais d'où l'intérêt de revenir justement sur l'idée que les acteurs sont des moteurs. Et il me semble que justement, on a toujours essayé de reparler de citoyenneté, d'acteurs, d'innovation, de société civile, etc., etc. Puis, bon, puisqu'il y a quand même quelques Italiens dans la salle, on a parlé d'Althusser donc hier, parlons un petit peu de Gramsci. L'intérêt, justement, c'est de montrer que donc, Gramsci est un Européen, donc pour lui, la politique, c'est l'État, mais ce n'est pas que l'État. Donc, dans cette idée d'un État intégral, c'est l'État au sens dur, mais c'est aussi l'État au sens de société civile, toutes les casemates donc, de la guerre de position. Et là où c'est intéressant, c'est que si on reprend un petit peu, donc si on déseuropéanise Gramsci, on se retrouve, oui, le développement intégral, c'est le développement, l'État plus le reste, et puis on va voir ce que ça donne sur les territoires. Donc, il me semble que prendre en compte cette politique intégrale nous ramène au constat un peu déprimant qu'on a eu sur la France. Là, c'est l'idée que ouais, les territoires, ils veulent se bouger, sauf que le cadre n'est pas forcément positif. On n'a pas eu le temps de parler, donc, parce que c'est déjà assez énorme, mais j'aurais bien aimé qu'on fasse un petit peu le bilan de la troisième voie, qui a été dans le mur, donc le mur rouge travailliste qui est passé du côté du Brexit. Donc, ça montre que, attention, les innovations et transitions qu'on essaie de faire passer par les territoires, oui, c'est des brèches. Le mot a été dit, puis je pense qu'il est juste. Et il est pertinent, c'est vraiment des brèches dans un monde qui n'est pas très, très favorable à la transition, qui va dans le bon sens. Et Bruno Jean parlait à une époque, en reprenant les vieux travaux géographiques, c'est super intéressant, de possibilisme. C'est-à-dire d'essayer de voir dans un monde qui est structuré par des forces qui ne vont pas forcément dans le bon sens, il faut essayer de trouver les brèches qui nous permettent de rendre possible des choses qui ne l'étaient pas. Ça rejoint tous les travaux de la critique. Et ce qui nous rappelle aussi, il faut aussi parfois parler de l'impossibilisme, enfin des choses qui t'empêchent de rendre les alternatives possibles. Donc, il me semble que précisément tout ce qu'on a fait aussi, ça nous a montré que la sociologie et la philosophie doivent être pensées en même temps, parce que faire de la philosophie, ce n'est pas si dur que ça. Super intéressant, mais voir comment les belles idées, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des gros joueurs en face. Et au final, peut-être une piste que je n'avais pas repérée avant, mais ça m'a fait plaisir de la retrouver sous différents angles, c'est la question de l'identité. Peut-être qu'il va falloir qu'on remette sur le métier la notion d'identité au sein du développement, ne serait-ce parce que le développement des années 50, le développement des années 70, ce n'est pas très intéressant. Et globalement, là, on a l'État qui va faire les choses mieux que toi, tu n'en occupes pas, c'est bon. Ensuite, ça va être le marché marche tout seul. C'est vraiment super. Il ruisselle, c'est vrai, je dis toujours. Par contre, nous, justement, ce qui nous rappelle, et notamment dans l'Est du Québec, il y avait vraiment donc, les opérations de dignité qui mettaient le doigt sur cette dimension de dignité humaine. Vivre dans l'espace et aussi porter un modèle de développement qui est attaché à cet espace. Juan Luis l'a vraiment dit, puis je pense que c'est vraiment l'une des spécificités, c'est essayer de penser la vie intégrale dans un espace qui est marqué par des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, sous cet angle-là, reconnaître un territoire, c'est aussi reconnaître l'identité des gens qui vivent. Et ce que j'ai vraiment aimé dans les différents échanges, c'est qu'on a parlé d'identité sous différents angles. On a parlé de la pauvreté,
puis la difficulté de conserver la dignité dans un contexte de pauvreté, puis notamment quand tu es au guichet, etc., la manière, les interactions, c'est vraiment l'identité très, très fine, mais c'est aussi l'identité des communautés. Parce que comment faire, puis on est un peu pogné aussi ici avec ça, comment faire dans une communauté qui est assise plus ou moins sur une tradition de la souche, là, pour aller vite, c'est des terres d'émigration, avec des nouvelles identités qui viennent. Là, il faut arriver justement à transformer l'identité de base de la communauté, mais c'est aussi beaucoup plus largement la question de la reconnaissance de la ruralité. On a parlé de la politique nationale de la ruralité. Bruno nous disait que le pire est sans doute passé. Donc, 2015-2017, ça a vraiment été dur. Là, on sent que ça revient un petit peu. Par contre, ça ne revient pas comme c'était avant. Et puis peut-être d'une conversation qu'on a eue avec Guy, ça nous rappelle que dans la reconnaissance, il y a quand même deux grandes définitions. Si on revient sur le pouvoir, donc l'État, on a la reconnaissance au sens de réévaluation symbolique. Là, on retrouve la fonction traditionnelle de l'État, etc., etc. Mais on a aussi, donc là, et justement, il me semble qu'on a tous essayé de parler d'acteurs qui essaient de se faire reconnaître, qui essaient de faire reconnaître des modèles territoriaux, qui essaient d'émerger sur les territoires et qui ont besoin d'un soutien. Mais on a aussi simultanément la question de la reconnaissance au sens de la reconnaissance d'une capacité d'action. C'est donner une capacité, donner des instruments, des outils pour que les acteurs puissent faire advenir des choses. Et moi, quand même, pour être franc, il me semble que depuis une quarantaine d'années, on est quand même pas mal passé d'un registre qui demandait la reconnaissance de la dignité en général à un registre qui est de plus en plus technique et qui demande la reconnaissance d'outils qui vont permettre de faire les choses, etc. Et là, il me semble qu'il y avait une dialectique qu'il ne faudrait pas qu'on perde, parce que c'est finalement, il y avait des travaux dans les années 90 qui nous expliquaient que restaurer la ruralité, et c'est restaurer dans la ruralité un modèle de développement qu'on peut trouver ailleurs, c'est à la fois effectuer une revalorisation symbolique du collectif, de la communauté, mais c'est aussi lui donner des instruments de se réaliser en tant que tel. Et c'est vraiment à la fois le pouvoir sur et le pouvoir d'eux qu'il faut arriver à valoriser dans une communauté. Il me semble qu'on a quand même montré qu'il y a des pistes dans ce sens-là. Et au final, il me semble qu'il y a quand même une petite frustration. Ce qui m'a manqué, mais ce n'était sans doute pas le lieu, moi j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu plus des communautés, des territoires et des conflits. Ça, c'est vrai qu'on est rentré dans une nouvelle époque où il n'y a plus de conflits. Là, on est tous pour l'innovation. Ce n'est pas facile d'être contre. Par contre, moi, il me semble, puis là-dessus, là, c'est vraiment du bricolage, hein, mais il me semble que moi, j'ai un problème avec les échelles, en fait. J'ai de plus en plus de mal à comprendre les échelles. C'est à la fois les échelles spatiales, donc comment est-ce qu'on passe du local au régional, au national, voire au supra. Hein. On sait que maintenant, les échelles jouent tout ensemble. Mais aussi comment est-ce qu'on passe du micro au méso au macro, comment est-ce que les niches parviennent à transformer les régimes et voire même le paysage, soyons fous. Et il me semble que justement, ça pourrait être un angle assez intéressant, c'est comment est-ce qu'on passe des micro-innovations à des transformations de régime à une transition. Puis je vous signale juste, hein, quand même, pour finir avec Gramsci, que du côté des régimes territoriaux, on peut parler donc Juan Luis n'est plus là, mais on parlait de système national d'innovation pour le Québec, pour montrer qu'il y a tout un encadrement politique, enfin une économie politique de l'innovation au Québec. On pourrait aussi voir ça du côté territorial. Et du côté des travaux européens, on commence à parler un petit peu de restaurer la place des luttes symboliques autour de l'austérité, pour montrer que finalement l'austérité, c'est un nouveau style de politique qui tombe du ciel parce que les États ont des contraintes financières qui sont très importantes et qui tombent sur les villes européennes. Je pense notamment là, aux travaux de Jonathan Davis, mais qui nous montrent que l'austérité peut être biaisée. Il y a différents réseaux dans un régime territorial, différentes coalitions qui vont s'arranger entre elles. Et donc, il me semble que finalement, il y a toute cette lutte autour de l'innovation et justement des bonnes innovations, des mauvaises innovations, puis de la résistance au changement lorsqu'il est négatif, qui, à mon avis, pourrait être un chantier de recherche. J'espère arriver à convaincre Marco pour qu'on en reparle l'année prochaine. Voilà, et puis merci à tous, hein, c'était vraiment très, très simple.